Alors, moi, j'ai le redoutable privilège de gérer cette période postprandiale avec le tendon d'Achille. Alors, tendon d'Achille, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une étude régionale. Regardez, regardez tout ce qu'on peut voir à la partie postérieure. Bien sûr, il y a le tendon d'Achille, mais il y a aussi l'os, en particulier le calcanéum. Il y a la face postérieure des articulations. Il y a le long fléchisseur de l'hallux que vous voyez là. Il y a des bourses. Et puis si vous allez sur le côté, vous avez, comme on a vu lors de la démonstration, vous avez d'un côté le nerf sural et de l'autre côté le tendon du plantaire. Donc vous voyez qu'une douleur de la partie postérieure du tendon d'Achille, de la cheville, c'est pas seulement une pathologie du tendon d'Achille. Et donc il y a beaucoup de diagnostics qui peuvent être présents. Sur ce schéma que Gérard Morand vous a montré tout à l'heure, la principale des pathologies, c'est celle-ci. C'est le conflit de Haglund, ça on va y retenir. Mais il peut y avoir également des tendinopathies, il peut y avoir des anthésopathies, avec ou sans ossification, des anthésites, des bursites et des insertions. Et puis, tout ça va s'inscrire dans un vaste diagnostic différentiel qui va également nous faire examiner l'os, le tendon du plantaire, le nerf sural, le cagaire, le triangle graissé avec le solaire distal et le conflit postérieur de la cheville. Donc vous voyez, on a un petit peu de boulot. On a un petit peu de boulot. C'est pas évident. Et puis, on va commencer par le conflit de Haglund parce que c'est vraiment quelque chose qui fait un peu débat. Il y a beaucoup de différences de terminologie entre les cliniciens, entre les imageurs et surtout entre les francophones et les anglo-saxons. Quand vous regardez la littérature anglo-saxonne, on vous parle de bump, une boule. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait, le conflit de Haglund est un véritable conflit entre la face antérieure de l'extrémité distale du corps tendineux d'Achille et le versant postéro-supérieur du calcaneus. Voilà, c'est ça. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Donc ce n'est pas une anthésopathie, plus bas, et ce n'est pas une bursite. C'est vraiment une lésion du tendon limaire. Je reprends également ce schéma que Gérard vous a montré tout à l'heure. Et lorsqu'il vous a mis, lorsque le pied vient, le versant postéro-externe, il vous l'a bien dit, du pied vient s'appuyer, vous avez une force de compression de ce calcanéum contre le tendon d'Achille, et bien entendu, c'est à ce moment-là qu'un conflit pourra survenir. Je vous remontre également ces images qu'il vous a montrées tout à l'heure, pour bien vous rappeler que la face postérieure du calcanéum est divisée en deux parties. La partie supérieure ne comporte pas d'insertion du tendon d'Achille, il y a une petite bourse de glissement, et comme il vous l'a dit à l'histologie, vous avez quand même un fibrocartilage. Donc c'est quand même une anthèse. C'est quand même une anthèse. Mais la véritable insertion, là où les fibres du tendon s'attachent sur le calcaneus, elle est plus bas. Elle est plus bas. Donc vous avez les deux parties. Là, vous n'avez pas d'attache, et là, vous avez une attache. Eh bien, ces deux anthèses, en fait, différentes, seront à l'origine, peuvent être à l'origine de pathologies. Et ce qui va favoriser le conflit entre le tendon et l'os, c'est d'une part l'aspect de ce versant postéro-supérieur du calcaneus qui peut être plus ou moins agressif, mais c'est aussi, bien sûr, la verticalisation du calcaneus, en cas de pied creux en particulier. Si ce calcaneus est verticalisé, mais fatalement, vous aurez un conflit plus facile avec le versant postérieur. Et donc ça implique quoi? Ça implique que dans ces pathologies de la partie postérieure du tendon de la cheville, vous êtes quasiment obligé de faire non seulement des clichés radiographiques, mais de les faire en charge. De les faire en charge. Il faut vraiment insister sur ce point, parce qu'on voit trop souvent des clichés qui sont faits de profil, mais qui ne sont pas faits en charge, et donc vous ne voyez pas les facteurs favorisants de cette pathologie. Alors bon, Chauveau, qui est un chirurgien bordelais avait instauré un angle qui est extrêmement performant, vous voyez, entre la verticalisation et le... En fait, ça ne sert à rien, c'est dans toute la littérature francophone, mais ça ne sert à rien, parce que jamais personne ne l'a mesuré. Ce qu'il faut, c'est regarder, voir si l'aspect du tendon d'Achille, du calcaneus postérieur, peut être à l'origine de ça. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça ne va pas donner une bursite, ça va donner une lésion du corps d'Achille, une dilacération des fibres, une véritable rupture partielle des fibres du tendon d'Achille, que ce soit dans le plan longitudinal,
ou dans le plan transversal. Et c'est ça qui est important. C'est pas la petite bourse là qui va se distendre, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est une rupture partielle du tendon. On dit toujours les ruptures partielles du tendon, ça n'existe pas. C'est faux. C'est complètement faux. Bon, il y a bien sûr les fissurations longitudinales, mais dans le plan transversal, vous avez également de très rares images de rupture partielle à la partie moyenne du corps et de très fréquentes ruptures partielles du tendon en regard du versant postéro-supérieur du calcaneus. Et le conflit de la Lune, c'est ça. C'est une dilacération des fibres tendineuses. Et pour vous le prouver, quand vous mettez du Doppler, ben c'est le corps tendineux, vous voyez la bourse, il n'y a quasiment rien. C'est le corps tendineux qui réagit au Doppler. C'est là qu'est le siège de la rupture, c'est là qu'est le siège de la pathologie. Et la conséquence, c'est quoi? Ben c'est ça. C'est qu'il ne faut surtout pas les infiltrer. Il ne faut surtout pas les infiltrer. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous les infiltrez? Vous allez masquer la douleur. Vous allez masquer la douleur, donc le patient, ben, il va continuer, il va aggraver. Et j'ai à mon actif, si je puis dire, une quasi-rupture du tendon d'Achille chez un sportif que, on m'avait demandé d'infiltrer, moi je l'avais fait bêtement, je n'avais pas réfléchi, je l'avais fait. Et ben, c'est vrai qu'il y avait une bourse devant qui était distendue, donc j'ai mis le produit dans la bourse. Mais comme vous voyez, comme il y a une dilacération, ben, le produit, mon corticoïde, il est rentré dans les lésions tendineuses et il a aggravé la lésion tendineuse. Et bon, à cause de ça, j'ai failli avoir une rupture complète du tendon d'Achille. Donc attention, on peut les infiltrer, évidemment, mais à ce moment-là, il faut mettre une botte plâtrée pendant 6 semaines au minimum, pour laisser le temps de cicatriser. Et ça ne se fait pas toujours. Donc vous voyez, c'est vraiment le truc important, c'est une lésion du corps tendineux, la partie distale du corps tendineux, une véritable dilacération, une rupture transversale, et la bourse, la distension de la bourse, c'est vraiment anecdotique, c'est pas grand-chose. Alors bien sûr qu'il y aura des bourses. Il y aura en même temps une distension de la bourse préachilléenne, et une distension aussi, parce que comme vous avez ici un aspect massif de cette partie postéro-supérieure du calcaneus, vous aurez chez une grande partie des gens un épaississement de la bourse rétro-achilléenne. Mais ça, c'est un épiphénomène, c'est un second truc. Or, dans la littérature anglo-saxonne, le terme bump, si vous voulez, englobe un petit peu tout ça, sans savoir le facteur causal principal. Donc, ne confondons pas la distension de la bourse, soit pré-achilléenne, soit rétro-achilléenne, et le véritable conflit qui, lui, entraîne une dilacération du tendon. Ce qui est intéressant aussi de regarder, et c'est pour ça qu'il faut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la tubérosité tibiale antérieure, pour ceux qui étaient dans la salle, il faut bien examiner toute la zone d'insertion, depuis la partie latérale jusqu'à la partie médiale. Parce que chez certains patients, vous aurez des formes soit latérales, uniquement latérales, petite dilacération uniquement latérale, soit des formes uniquement médiales. Et c'est important, pourquoi? Parce que lorsque vous avez comme ça une atteinte qui est latéralisée ou médialisée, il y a une chose auquel il faut penser, c'est bien entendu le trouble statique. Lorsque vous avez uniquement une atteinte latérale, c'est qu'il y a presque obligatoirement un trouble statique sous-jacent. Et donc là, vous pourrez le compenser. Vous pourrez le compenser assez facilement. Et donc, vraiment agir sur le facteur étiologique de la lésion, et c'est ça qui sera intéressant. Donc, rechercher un trouble statique, croyez-moi, dans ces cas-là, regardez ici, c'est en médial. Dans ces cas-ci, c'est en médial. Vous aviez vraiment une dilacération localisée de quelques millimètres sur le versant postéromédial du calcaneus. Et je pense qu'un trouble statique peut très bien être géré dans ce type de lésion. Alors, comment est-ce que ces lésions vont s'aggraver? Comment est-ce qu'on peut voir si ça régreffe ou si ça s'aggrave? Mais d'abord en voyant l'épaisseur. L'épaisseur, vous voyez ici, vous avez quelques fibres qui sont lésées, et puis ici, la moitié de l'épaisseur du tendon est atteinte. Donc lorsque vous avez une lésion qui progresse dans le plan antéro-postérieur, attention, vous allez vers la rupture de l'Achille. Vous allez vers la rupture de l'Achille, donc ça c'est important. Et la vascularisation réactionnée au Doppler sera plus importante également. Mais aussi, ces lésions ont la fâcheuse tendance de se prolonger par des fissurations dans le tendon, que ce soit vers le haut ou que ce soit vers le bas. Et à l'IRM, on ne voit parfois que ça. Donc ça ne peut être, ces fissures sont parfois uniquement la conséquence d'un conflit du Haglund. Donc, étudiez-les en position détendue. Quand vous faites une écho, il faut montrer ces fissures. Elles sont importantes. Elles signent la gravité de l'atteinte. Donc si vous mettez votre pied à l'équin comme ça, vous ne les verrez jamais. Il faut mettre le pied en position détendue d'une part pour le Doppler et pour rechercher ces fissurations. Et croyez-moi, vous en verrez beaucoup plus. Et on en arrive comme ça
à la manière de réaliser une échographie en cas de conflit de Haglund. Donc je vous répète encore qu'il faut les faire après les clichés radiographiques en charge, j'insiste. En charge, sinon ça ne sert à rien. Je sais que c'est embêtant à faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut étudier d'abord en tension les orteils sur la table d'examen, toute la largeur de la zone d'insertion, pour voir s'il n'y a pas une forme latéralisée ou une forme médialisée. Et puis on va faire ça. On va regarder la face antérieure de son tendon d'Achille. Dans le cas normal, la ligne de la face antérieure passe derrière le calcaneus. Et dans le cas pathologique, cette ligne, elle va rejoindre le calcaneus. Et quand vous avez cette idée en tête, vous voyez bien cette face antérieure qui vient cogner contre le versant postéro-supérieur, et bien ça, vous aurez, comme je dis toujours, séquence flair, il y aura un conflit de Haglund derrière. Il y aura un conflit de Haglund derrière. Et puis après, vous passez en position détendue. Vous mettez votre pied en flexion plantaire pour étudier la vascularisation et rechercher une fissuration. Et comme ça, vous aurez fait un bilan, si vous voulez, satisfaisant, parce que vous aurez la réaction Doppler qui vous confirme qu'il y a une atteinte du corps, et la détection de vos fissurations tendineuses. Et dans ces cas-là, je pense même personnellement que l'écho est meilleur que l'IRM. L'écho est plus performant que l'IRM, parce que vraiment, on peut étudier millimètre par millimètre, et que le fait de faire deux positions tendues et détendues donne des renseignements supplémentaires. Quelles sont les autres pathologies tendineuses et péritendineuses distales? Mais d'abord, il y a tout simplement la tendinopathie hypertrophique. Vous voyez ici qu'elle est vraiment... Alors, on disait tout à l'heure, Hervé, vous avez très justement dit qu'il y avait une relation entre la vascularisation au Doppler et la douleur du patient. Pourquoi? C'est simple. Quand vous voyez ça, c'est pas seulement des vaisseaux, ce sont des pédicules vasculo-nerveux. Donc, il est normal qu'il y ait une relation, j'ai dit une relation, il n'y a pas de proportionnalité stricte, mais une relation entre douleur et Doppler, puisque ce sont des pédicules vasculo-nerveux. Mais qui dit vous tendinopathie hypertrophique? Quand vous avez ça, c'est très fréquent. Vous avez une tendinopathie comme ça, on voit ça extrêmement fréquemment. N'oubliez pas une chose, c'est que l'hypertrophie du tendon peut entraîner un conflit avec un calcaneus qui n'est pas tellement saillant que ça chez ce patient. Mais comme le tendon a grossi, sa partie inférieure vient frotter contre le versant postéro-supérieur du calcaneus et vous gère un conflit de Haglund secondaire. Donc, tendinopathie hypertrophique. Deuxième chose, anthésopathie et anthésite. On est bien d'accord que là, c'est le conflit de Haglund. L'anthèse commence, la vraie anthèse, l'insertion commence ici, jusque là. Et vous voyez, vous avez des images comme ça. Vraiment, des images de pathologie de l'anthèse distale. Elle peut être mécanique, s'accompagner de distension bursale, elle peut être inflammatoire, et on ne peut pas faire en échographie la différence entre les deux. C'est bien clair, contrairement à ce qui a été écrit dans certaines publications, on ne peut pas faire la différence, sauf bien entendu quand on aura des lésions osseuses. Là, vous voyez ça, vous êtes certain que c'est une anthésite inflammatoire. Mais à ce moment-là, vous regardez la radio. Ce sera, si vous avez une irrégularité de la corticale sur votre écho, vous l'aurez sur la radio. Mais sans ça, on ne fait pas la différence entre les deux, croyez-moi, ce n'est pas possible. Il y a le problème chez beaucoup de patients, on a beaucoup de nos patients qui ont des véritables ossifications rétrocalcanéennes. Bon, bien entendu, c'est pas méchant, mais ça modifie quand même l'aspect et surtout l'aspect fonctionnel de l'insertion distale des fibres. Comment voulez-vous que ces fibres tendineuses-là, qui doivent se recourber pour venir s'insérer ici et qui s'insèrent là, ne soient pas perturbées? C'est normal. Les ossifications peuvent générer des anthésopathies mécaniques et même parfois des petites désinsertions partielles lorsqu'elles sont irrégulières. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. D'autre part, quand vous avez un gros pataquès comme ça d'1 centimètre derrière votre calcaneus, votre pied, il est plus long. S'il est plus long, il va frotter contre le contrefort de la chaussure. Et donc il est logique, dans ces cas-là, d'avoir plus souvent un épaississement bursal postérieur par conflit entre la peau, le tissu sous-cutané, et le contrefort de la chaussure. Et c'est comme ça qu'on en arrive au bursite. Or, ces bursites, regardez ici, le tendon il est rigoureusement normal. Le versant postérieur du calcaneus n'a pas la moindre ossification, et pourtant vous avez une bursite. Ça existe, c'est la bursite de Bovis. C'est simplement
une irritation, des micro-cisaillements au niveau de ces tissus sous-cutanés, qui donnent ce type de bursite qui sont rarement collectés. Rarement collectés. Vous avez un aspect rouge, tuméfié, la partie postérieure de la région cutanée sous-cutanée, et c'est pas pour ça qu'il faut mettre une aiguille dedans comme ça à l'aveugle. Hein. Vous aurez très peu de formes collectées, c'est plutôt des épaississements diffus de ce tissu sous-cutané. Ça, c'est en bovis, c'est le postérieur. Et puis devant, c'est ça. Il y a dans de rares cas, et surtout dans les pathologies inflammatoires, ici c'est un jeune qui avait une spondylarthropathie, vous voyez, ici les filles tendineuses sont strictement normales, c'est un jeune, vous voyez ça. La vascularisation, par contre, était uniquement localisée au niveau de la bourse. Et je pense que ce sont les seuls cas où on peut faire une infiltration éco-guidée. C'est très facile. Vous mettez votre sonde sur la partie postérieure du tendon d'Achille et vous rentrez sur le côté. Vous voyez la pointe de l'aiguille arriver, pof, là. Et donc vous ne touchez pas le tendon. Et je pense que là, on peut être vraiment efficace, mais il faut s'assurer, être certain à 100% que la face antérieure du tendon soit bien respectée avant de faire ce type d'infiltration. Autre pathologie tendineuse distale, la désinsertion. Alors c'est vrai qu'on en a peu dans le cabinet. En général, ils vont directement au service d'urgence. Mais on a des désinsertions qui sont partielles, comme vous voyez ici, dans ce cas-là, qui arrivent avec un tableau de douleurs postérieures, diffuses, parfois mal étiquetées. Il faut savoir ne pas les louper, celles-là, parce que parfois c'est important. Et puis on a vu tout à l'heure à la démonstration qu'il y avait deux tendons. Il y avait l'Achille, mais il y avait le plantaire aussi. Et ce plantaire, croyez-moi, il est à l'origine de beaucoup de diagnostics. Parce que voici une rupture du plantaire avec un plantaire épaissi et rétracté. Le patient vient toujours avec un diagnostic clinique de rupture du tendon d'Achille. Il a entendu un clac. Alors il s'est mis comme ça. Clac. Donc il ne bouge plus. Il est quasiment pas examinable tellement il a mal. Alors qu'on met le doigt, il y a la corde du tendon, elle est là. Mais non, en fait, c'est une rupture du plantaire. Une rupture du plantaire, alors n'oubliez pas aussi que dans les ruptures du tendon d'Achille, parfois on ne palpe plus que le plantaire. Donc c'est pas parce que vous palpez une corde qu'il n'y a pas une rupture du tendon d'Achille. Ça peut être le plantaire qui reste et qu'on palpe. Mais faites quand même la différence entre les deux. Et donc ces ruptures des plantaires, souvent sont des diagnostics qui sont méconnus, qui donnent lieu à des irrégularités. Le diagnostic différentiel. On a passé les pathologies tendineuses, on arrive à autre chose. 99% des gamins qui ont mal au talon, qu'on dit maladie de Sever, pour moi ça n'existe pas, ou quasiment jamais, c'est une résorption des fibres qui unissaient le tendon d'Achille à l'aponeurose plantaire dont vous a parlé Gérard tout à l'heure. Ces fibres se résorbent vers 10 ans chez la jeune fille, vers 12 ans chez le gamin, et à ce moment-là, ils ont mal au talon. Ils ont mal au talon. On a ça dans les équipes de sport, ils ont tous mal à un moment au talon. Vous leur mettez des talonnettes comme par hasard, c'est guéri en quelques mois. Je pense que c'est la résorption des fibres. Parce que n'oubliez pas que sur les radios, vous aurez toujours un noyau postérieur qui sera dense, et toujours un noyau postérieur qui sera fragmenté. Et c'est pas parce qu'il est dense ou bien fragmenté qu'il faut parler de maladie de Sever. Vous faites l'autre côté, c'est pareil. De toute façon. Par contre, dans quelques cas, et là il faut faire attention, vous aurez une ostite. Ça, c'est un gamin qui m'avait été envoyé pour maladie de Sever. Il avait été dans un grand hôpital pédiatrique parisien, on l'avait quasiment envoyé balader. À un moment, tout le monde a ça, on sait ce que c'est et tout. Et puis, quand même, son médecin traitant me dit, tu sais, rassure, je suis emmerdé, parce que bon, moi, je pense qu'il y a quand même autre chose. Regardez ce qu'il avait, le gamin. Il avait une véritable encoche, Il avait une ostéite. Et vous allez voir un autre cas que j'ai eu récemment, regardez. C'est quand même... il faut faire attention. C'est rare, mais l'ostéite du calcaneus, ça existe. Et même parfois, vous voyez, c'est pas évident. De petites irrégularités, il faut se méfier. Ça, c'est un peu trop pour être une anthésopathie, même une anthésopathie inflammatoire, et c'est une ostite. Et puis voici le cas d'une interne de la Pitié. Elle avait déménagé. Avant, elle habitait à côté de l'hôpital, et puis elle avait trouvé un appartement qui était plus sympa, mais qui était à 3 km. Donc elle arrive, on lui avait fait je ne sais quel diagnostic. On l'a fait le matin, elle me demande de regarder son tendon d'Achille, je vois ça. Puis je dis, tu sais, on va faire une radio. Elle avait une fracture de fatigue. On ne m'a pas cru, on a fait un scan. Et donc vous voyez qu'on confirme la fracture de fatigue. Les fractures de fatigue du calcaneus sont parfois extrêmement importantes et se voient facilement. Vous voyez que parfois c'est quand même un petit peu plus subtil. Et il ne faut pas oublier que celle-ci, que je dois à Gérard, ou celle-ci, ne se verront jamais à l'échographie.
Donc quand vous n'avez pas une pathologie, je dirais, évidente, entre guillemets, sous votre sonde, n'hésitez pas à aller plus loin. Surtout chez une personne âgée, en plus si elle est sous corticothérapie par exemple, si elle a un risque de fracture de fatigue, n'hésitez pas à faire d'abord une radio. Bon, si vous savez ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça c'est une image typique de fracture de fatigue, mais vous voyez dans certains cas, ça je ne l'aurais jamais vu à l'écho. Celle-là je l'aurais jamais vu à l'écho. Donc il ne faut pas hésiter à pousser le bouchon un peu plus loin. Si vous ne parvenez pas à répondre à la seule question importante, pourquoi est-ce que le patient a mal? Toujours la même chose. On ne décrit pas une image, on veut essayer de trouver pourquoi le patient a mal. Bon, alors au versant postérieur de la cheville, je vous répète de nouveau, il y a deux tendons. Le plantaire et le tendon d'Achille. Et puis il y a le nerf sural, de l'autre côté, à côté de la veine saphène. Et donc d'une part, ce tendon du plantaire, il peut être le siège de pathologies propres. On a déjà vu la désinsertion, mais il y a aussi la rupture. Regardez ici, entre là et là, vous avez un gap. C'était une rupture du tendon du plantaire, isolé, avec un tendon d'Achille normal. Ici, vous voyez également un tendon complètement remanié. Et ici, vous allez voir une rupture partielle. Regardez, le tendon du plantaire est 3 fois trop gros. Regardez ici, vous avez l'impression qu'il y a quelques fibres qui n'ont pas acrobatie, c'est un véritable fuseau. Rupture partielle du tendon du plantaire. Douleur élective à la face médiale du tendon d'Achille avec un tendon d'Achille strictement normal. Évidemment, le traitement n'est pas le même, c'est un beau diagnostic différentiel. Regardez ici, les fibres du tendon d'Achille sont normales. Vous avez un épaississement péritendineux qui englobe le tendon du plantaire. Péritendinopathie localisée au plantaire. Donc vous voyez, ce plantaire, il est très important. Il est très important parce qu'en plus, ce plantaire, il peut s'incarcérer dans le tendon d'Achille, dans 2 circonstances, après une rupture ou après un peignage. Le tendon a été peigné, et on voit le tendon du plantaire qui vient s'incarcérer dans le tendon d'Achille. Ou bien là, vous avez une rupture, elle a traîné un petit peu, le patient a un peu marché, et le tendon du plantaire s'est latéralisé, lui s'incarcérer dans la rupture. Alors les chirurgiens vous disent, ça n'a aucune importance, nous le tendon, on le prend, parce qu'on l'utilise pour faire renforcer notre suture d'Achille. C'est tout à fait débile. Parce que quand ils prennent le tendon d'Achille, le tendon du plantaire, comme renfort à leur suture, ils le coupent. Donc vous n'avez plus de traction sur ce tendon. Tandis que quand il est incarcéré dans une rupture, il est toujours inséré en haut sur le condyle externe et en bas sur le calcaneus. Et donc vous aurez un phénomène de traction, ce tendon sera incarcéré, il y aura un phénomène de traction, et ça va tirer à la fois en haut sur le condyle externe, en bas sur le calcaneus, et il aura une douleur à la zone d'incarcération. Donc regardez toujours en cas de pathologie du tendon d'Achille, regardez toujours où est le plantaire. On l'a fait tout à l'heure avec la démonstration, on le refera pour les autres tout à l'heure. On part du mollet, on descend et on va bien voir où se trouve ce tendon plantaire, en particulier en cas de rupture ou de peignage. Le nerf sural, lui, il est au versant latéral. Vous savez comme moi qu'il a 2 origines, à la fois le nerf fibulaire commun et le nerf tibial, ça n'a pas d'importance. Il peut avoir bien sûr des douleurs au moment où il perce le fascia postérieur juste en dessous de la réunion des 2 gastrocnémiens, mais quand on arrive au tendon d'Achille, il y a ça. Vous avez le nerf sural parfois qu'on voit très très bien, mais regardez, il y a toute une zone hyperéchogène dans les 2 plans de l'espace, à l'endroit où passe le nerf sural. Et vous voyez que le nerf ici, c'était après une lésion du tendon d'Achille qui avait donné un énorme hématome, et cet énorme hématome s'était fibrosé, et vous voyez que le nerf sural rentre dans cette zone de fibrose, et était électivement douloureux à la palpation échoscopique. Diagnostic différentiel, os, plantaire, nerf sural, on en arrive au cagaire et au solaire distal, parce que tout le monde connaît bien sûr le solaire accessoire, le solaire, le Achille court, et puis le solaire qui va progressivement s'insérer sur le calcaneus. On connaît principalement en post-opératoire ces infiltrations du triangle créceux de Caillère. Vous voyez ici un solaire accessoire, mais je vais vous montrer autre chose que vous ne connaissez pas. Ça n'a jamais été décrit dans la littérature, et on en a quelques cas maintenant. Regardez, vous avez le plantaire est là, tendon d'Achille là, et vous avez un tendon accessoire. Un tendon accessoire qui vient doubler la face antérieure du tendon d'Achille. Un deuxième tendon d'Achille. Au départ, je pensais que c'était des doubles tendons d'Achille. Pas du tout. Ce sont des solaires qui, à la place de s'attacher à la face antérieure du tendon d'Achille, présentent un tendon qui va s'insérer plus bas sur le tendon d'Achille. Là. Et c'est là que les patients ont mal. C'est à cette zone de fusion
entre le tendon accessoire du solaire et le tendon d'Achille que ces patients, souvent des sportifs d'ailleurs, ont des douleurs. Et ça ne se voit pas en IRM, parce qu'en IRM, vous ne parvenez pas, comme ce tendon-là et celui-là n'ont pas de signal, vous ne parvenez pas à voir la différence, vous avez l'impression qu'il y a un petit renflement antérieur. Donc regardez bien vos coupes axiales pour être bien certain qu'il n'y a pas une espèce de double tendon à cet endroit-là, parce que croyez-moi, là c'était vraiment la zone douloureuse chez ce patient, et ça expliquait bien. Et puis on va terminer avec le carrefour postérieur. Vous savez comme moi que dans le carrefour postérieur, il y a une composante osseuse et une composante molle, si je puis dire, et que vous allez, nous, en échographie, on ne verra pas tout. On peut voir des nodules enchâssés dans les récessus postérieurs, on peut voir des distensions de ces récessus et de la gaine du tendon fléchisseur de l'hallux, mais dans l'ensemble, on n'est pas très bon. On peut voir des muscles fléchisseurs de l'hallux qui descendent trop bas. Voilà ici l'articulation postérieure, le tibial talus, vous voyez que le muscle descend trop bas, mais dans l'ensemble, on n'est pas très bon. Donc il faut penser au syndrome du carrefour postérieur et ne pas hésiter à faire une IRM qui vous montrera également la composante osseuse en plus. Et vous allez en trouver, vous connaissez comme moi, la percussion du talon, un cheville fléchi, en flexion plantaire, vous tapez un bon coup sur le talon, croyez-moi, vous avez votre diagnostic clinique, vous faites une IRM et vous aurez tous les éléments. Voilà, comme dans celui-ci, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup d'étiologies de douleurs postérieures. Pensez au conflit de Haglund, qui est une véritable lésion partielle du corps tendineux, une dilacération du corps tendineux, qui parfois est latéralisée ou médialisée. Dans ce cas-là, il faut penser aux troubles statiques. Ne les infiltrez pas ou bien mettez une botte pendant 6 semaines. Pensez aussi à tous ces diagnostics différentiels, tous ces diagnostics différentiels, en particulier les lésions du plantaire, qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne pense, aux fractures de fatigue, aux ossites, c'est beaucoup plus rare. Et puis n'hésitez pas quand même, quand vous n'avez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à passer à l'IRM. Je vous remercie de votre attention.